Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les JLE et qui propose comme thématique le questionnement « Quel droit pour les plantes ?» Alors je remercie tout de suite l'association Cro-Life qui nous soutient et puis je vous remercie aussi de vous être inscrits aussi nombreuses et aussi nombreux. Comme vous allez le voir, certaines personnes, certains intervenants sont masqués et d'autres seront démasqués. Alors parmi les masqués, il y a celles qui sont avec moi dans une salle à Paris dans le 13e. Et puis les personnes démasquées, c'est celles qui vont nous parler depuis chez elles, à distance. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas les JNE, c'est l'association des journalistes écrivains pour la nature et l'écologie. C'est une association fondée en 1969, donc on a fêté il y a quelques temps nos 50 ans, et nous regroupons plus de 200 professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, de la photographie, et puis aussi de la photographie, de la vidéo, pardon, et donc des professionnels des médias spécialisés dans le domaine de l'écologie et de la nature. Donc ce webinaire est le pendant vert d'un autre colloque organisé par les JNE en 2018 qui portait sur la condition animale. On s'était posé à ce moment-là la question comment intéresser le public au sort de la faune sauvage. Et aujourd'hui, on s'intéresse au monde végétal, en partant cette fois-ci du constat que depuis au moins une décennie, il y a un fort engouement pour les plantes, un fort engouement du grand public, à la fois les arbres, les forêts, mais aussi la botanique, la cueillette sauvage, les plantes d'intérieur, les plantes médicinales, le jardinage, la permaculture. Alors pourtant, les forêts continuent à être surexploitées, les grandes forêts tropicales continuent à être abattues, des espèces végétales de plus en plus nombreuses sont menacées par l'activité humaine. Et puis, plus trivialement, des arbres pluricentenaires continuent à être abattus alors que ça pourrait être évité. Donc, on se pose la question, faudrait-il donner des droits aux plantes, donner des droits aux arbres? Est-ce qu'il va falloir en arriver là? Parce que les plantes sont indispensables à notre environnement, à cette planète sur laquelle on vit, et puis tout simplement pour des raisons éthiques. Voilà, on réunit aujourd'hui 3 x 3, 9 spécialistes de divers horizons, botanique, biologie végétale, philosophie, droit aussi, droit de l'environnement. Et donc on va parler de ces questions ensemble. Donc je vous répète que pour poser vos questions, vous pouvez vous servir des outils Zoom, du chat ou bien des questions-réponses. Voilà pour ma présentation. Alors je me présente aussi, Adeline Gaden, journaliste et autrice et donc membre des JNE. Et j'ai le plaisir d'animer la première table ronde pendant laquelle nous allons essayer de nous placer du point de vue des plantes. Parce que quand je parlais tout à l'heure de l'engouement récent du grand public pour le monde végétal, je pensais notamment à certains livres, certains ouvrages best-sellers parlant, alors ouvrez les guillemets, d'intelligence ou de sensibilité végétale. Et là, on va se demander ensemble si c'est juste ou utile de parler ainsi des plantes. Alors pour commencer, je vais donner la parole à notre premier intervenant, qui est donc Marc Giraud, qui est à distance. Alors Marc est journaliste et membre des JLE. Il est naturaliste de terrain et auteur d'une quarantaine d'ouvrages, et notamment Fleurs et arbres en bord de chemin chez Delachaux et Nestlé. Et le titre de son intervention, c'est Comment les plantes se parlent et comment en parler. Ok, bonjour à tous et à tous. Ça marche. Après, pour les lignes rayées, ça marche de la main. Et les plantes, ça marche encore moins parce que les plantes aux antipodes de son air. Ensuite, d'abord, ça fait des plantes frappantes. Et c'est aussi culturel parce que ça vient, en fait, au
aussi des racines grecques qui nous viennent de Démocrite, et plus particulièrement d'Aristote, qui a médiatisé la chose, qui a fondé la Scala Naturae, l'échelle de la nature qui hiérarchisait tous les êtres vivants. Et les plantes étaient des êtres inférieurs sous les minéraux et au-dessus des minéraux et au-dessous des végétaux. Donc ça a donné une espèce de vision des choses où les plantes étaient à moitié vivantes. Et ces raisons viennent en grande partie de l'immobilité des plantes. On ne les voit pas vivre, on ne se rend pas compte. Et les cinéastes, ils ont une astuce, en fait, ils font ce qu'on appelle les time-lapse, c'est-à-dire les accélérer. Et quand vous voyez pousser un arbre, éclore une fleur, et là, tout d'un coup, elle devient vivante. On s'aperçoit qu'on a aussi des points communs avec les plantes. Et ça, et du coup, ça les assimile à du vivant. Donc, à nous communiquons de montrer l'univers possible dans lequel les végétaux vivent. Parce qu'il y a aussi des points communs, même si ce n'est pas par les mêmes moyens. Par exemple, les plantes, quand on n'ont pas de feu, mais elles peuvent changer des couleurs, notamment soit une nuance de rouge ou de bleu. Elles n'ont pas de nez, mais elles sont capables de sentir certaines odeurs. Elles captent les sons alors qu'elles n'ont pas d'oreilles. Elles sont sensibles au toucher sans avoir de nerfs. Donc elles communiquent, et ça on commence à le savoir, et elles gardent des informations en mémoire. Donc il y a vraiment beaucoup de points communs entre elles et nous, et n'oublions pas qu'on a un ancêtre commun et qu'on fonctionne tous à l'ADN. Donc il y a quand même des. Donc on dit par exemple qu'on a 99% de gènes en commun en gros avec le chimpanzé, mais on pourrait dire qu'on en a 50% avec la banane. Bon, c'est très schématique hein, ce que je dis, mais c'est une image. On est quand même très proche des végétaux malgré tout. Et pour communiquer sur les plantes, nous n'oublions jamais le rôle indispensable et irréplaçable des plantes dans la vie sur Terre. Et ça, c'est grâce au phénomène de la photosynthèse qui est quasiment magique. Les plantes mangent l'énergie solaire et elles fabriquent du vivant à partir du non-vivant. Elles se fabriquent elles-mêmes à partir du non-vivant. Et si il n'y avait pas ces plantes, il n'y aurait pas d'animaux et il n'y aurait pas de nous. Donc, respect pour les petites pâquerettes. Alors il y a un végétal effectivement qui fait un peu exception dans notre mépris entre guillemets végétal, c'est l'arbre, qui a une dimension un peu sacrée, culturelle, qui me différencie beaucoup. Et maintenant, avec la différence, avec la découverte des mycorhizes, des réseaux de communication grâce à des champignons, des racines, etc., on commence à voir tout l'arbre aussi d'une autre manière. Mais enfin, bon, les plantes en gros, et c'est pas fini. Encore une fois, je suis schématique. Il y a toujours des exceptions. En gros, les êtres vivants se découpent en deux groupes. Et il y a ceux qui se nourrissent d'inertes, donc ça c'est les plantes, et ceux qui se nourrissent des autres. Ceux qui se nourrissent des autres, en gros, c'est les animaux. Et pour se nourrir, ils doivent être mobiles. Alors vous allez me dire, il y a des exceptions, il y a des animaux fixes qui filtrent, etc. Mais en gros, les animaux sont mobiles. Ils ont besoin d'un système de locomotion, donc d'un système nerveux et du neurone. Donc c'est ça la grosse différence entre les végétaux et les animaux. Et donc ceux qui se nourrissent d'inertes, ce sont les végétaux, ils sont fixes. Ça c'est très important. Et donc ils doivent faire face aux contraintes de l'environnement sans bouger. Donc ils n'ont pas de cerveau centralisateur par exemple, et tous leurs organes vitaux ne sont pas localisés. Nous, peut-être, on est un petit peu moins bien, mais un végétal qui se fait goûter, il continue d'être très très bien. Parce qu'il n'y a rien de tout à fait précis. Donc c'est général, les sens, entre guillemets, les plantes sont générales, sont généraux. Et ça vient de. Ça, c'est sa spécificité. Sans bouger, une plante doit se nourrir, faire face aux agressions et se reproduire, donc posséder des systèmes de détection du monde. Et éventuellement, évidemment, avoir des échanges avec les autres, on le voit avec les champignons mycorhiziens ou avec les insectes coutineurs. On a quand même recensé près de plus de 700 capteurs sensoriels différents dans le monde végétal. Donc elles sont vraiment très outillées, sinon elles ne survivraient pas. Donc pour terminer, dans notre communication sur les plantes, on évoque inévitablement leur rôle dans notre alimentation et dans notre santé. Et ça, c'est encore parler d'exploitation, même s'il y a des classiques, et c'est encore retomber dans nos réflexes anthropocentriques. Et l'originalité de ce colloque aussi, c'est d'aimer les plantes pour ce qu'elles sont, et d'essayer de se mettre dans leur peau, comme dit si joliment Catherine Naine. Donc comme elles n'ont pas la parole,
défendre contre nos agressions, il faut leur donner des droits, et ça sera aussi l'objet de ce colloque. Donc voilà, on est terminé. Merci à vous. Alors, merci beaucoup Marc. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat suite à cette première intervention. Alors, j'ai vu mon deuxième intervenant prendre des notes pendant cette première intervention, donc il va peut-être rebondir sur certaines choses évoquées par Marc Giraud. Alors, mon second intervenant, c'est Marc-André Sellos, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, spécialiste des symbioses entre les plantes et les champignons. Et il nous a proposé comme type d'intervention quand l'intelligence cache la plante, hein, c'est pas l'arbre qui cache la forêt là. Donc Marc-André Sellos a publié récemment en 2019 Les goûts et les couleurs du monde aux éditions Actes Sud, un livre qui révolutionne notre vision des plantes. Rien que ça. C'est mon avis en tout cas. C'est gentil d'être aussi positif. Alors bon, ce que je vais vous raconter, je l'ai écrit dans la revue Espèces, et peut-être plus en détail, je vais essayer de me limiter aux grandes lignes. On a vu effectivement toute une littérature apparaître, qui est une littérature qui a suscité un intérêt, un engouement, il n'y a qu'à voir les chiffres des ventes, hein, sur l'arbre, la forêt, le végétal. Bon, mais cette métaphore de l'intelligence qui a été utilisée, elle est une des clés du succès parce qu'elle facilite l'accès, mais est-elle réellement une des clés de compréhension? Loin de moi l'idée de nier la dimension poétique de ces textes. Ce que je nie farouchement, c'est leur dimension libératrice, c'est-à-dire la capacité de faire comprendre des choses qui permettent d'aller au-delà dans notre gestion de notre environnement et dans la prise en charge de la nature. Donc, sur le style 20 sur 20, sur les faits, eh bien, moi, je le vois partagé entre risque, omission et problème. Ça fait beaucoup. Alors, le risque, c'est celui de voir la plante comme l'homme. Ça a déjà été évoqué précédemment. Et c'est un peu inexact. Je vais vous proposer le contraire. La métaphore de la photosynthèse de l'homme. Ça vous parle? Mettez-vous au soleil et attendez. Alors, ça ne marche pas, c'est stupide. Et si jamais les plantes enseignent les hommes en parlant de la photosynthèse, des best-sellers sur la photosynthèse des hommes, je ne pense pas qu'elles aideront les autres plantes à comprendre ce que c'est qu'un homme. Un homme, il a besoin d'ingérer de la nourriture et d'ailleurs de la plante. C'est donc quelque chose qui est inexact et qui nous renvoie, et ça a été dit précédemment, je ne vais pas être long, à notre zoocentrisme. En fait, on aime bien ce qui est animal, on aime bien ce qui bouge, on aime bien ce qui a 4 pattes. Effectivement, 6 pattes, c'est moins bien. Pas de pattes, c'est pas de succès. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème parce que, comme je vais le redire, on a vraiment besoin d'aller vers l'altérité à un moment. On ne peut pas comprendre le monde, même d'ailleurs dans nos sociétés, hein, sans comprendre ce qu'est l'autre pour lui-même et non pas comme un autre moi-même. Donc le risque, c'est de rapprocher à l'homme de la plante de l'homme, surtout qu'en plus, quand on prend la métaphore de dire que la plante est sensible, que la plante est intelligente, eh bien, on est tout simplement en train de dire ça à des gens qui ne voient pas forcément l'aspect métaphorique, mais se disent « Ah, l'intelligence, je connais bien, mon voisin n'en a pas, et mon frère qui a fait le polytechnique en a. » Vous voyez? Et donc, le truc, c'est que la façon dont cette métaphore est perçue peut être trop littérale pour vraiment refléter ce qu'est dans l'altérité de la plante. Alors, moi je remplace l'intelligence par l'adaptation. Marc disait très bien tout un tas de fonctions extraordinaires de la plante, son perception de réaction à l'environnement, c'est de l'adaptation. Voilà. Et en plus, avec le mot adaptation, on en vient à un langage évolutif de la propriété qui est plus intéressant. Ça, c'est moins risqué. Le deuxième point, c'est qu'il y a des omissions. Je suis désolé, la plante, elle a des trucs extraordinaires. La plante, elle est capable de dissocier l'eau. Faites ça là, sur un coin de table. Hein. Oui, la dissociation de l'eau, c'est ce qui se passe pendant la photosynthèse avec l'énergie lumineuse. C'est un truc de ouf, quoi. Enfin, je veux dire, ça se fait dans des laboratoires de physique, mais il faut quand même y aller à la... il faut quand même beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de moyens, et la plante, elle fait ça couramment, et elle le fait dans le cadre de la photosynthèse. Tiens, ben voilà, un truc qu'on doit dire de la plante, c'est que la plante, elle fait la photosynthèse. Et ça, elle est au fond de la photosynthèse. L'idée que la nourriture vient de l'intérieur des cellules juste parce qu'il arrive des gaz et de la lumière, c'est un truc extraordinaire. Bon. Et c'est omis dans l'intelligence de la plante. C'est cette capacité des plantes à stocker des toxines. Elles ont des compartiments dans leurs cellules qu'on appelle des vacuoles, qui sont des espèces de poubelles. Ah oui, parce qu'en fait, les plantes, leurs cellules sont emballées dans une capsule. Une capsule, puisqu'elles n'ont plus besoin de manger à l'extérieur, elles peuvent avoir une capsule protectrice, c'est ce qu'on appelle la paroi.
les gaz et la lumière circulent très bien dans la paroi. S'il fallait absorber des choses, des grosses molécules, des proies, ça ne marcherait plus. Bon. Donc elles ont cette protection, parce que c'est une protection, voilà, c'est pour ça que les tissus sont plus fermes que les miens. Et cette protection, elle fait que elles ne peuvent plus rejeter les déchets dehors, parce que les déchets s'accumuleraient entre elles et la paroi. Donc, elles ont une espèce de poubelle qui a évolué en même temps que la paroi et qui leur permet de mettre leurs déchets. Et quitte à mettre des déchets dans cette espèce de poubelle cellulaire, on peut y mettre des toxines. Et c'est pour ça que 9/10 des plantes sont toxiques. Si vous êtes perdu en forêt, vous pouvez jeter n'importe quel ver de terre, n'importe quel insecte, ce sera sans doute dégueulasse, mais vous n'en mourrez pas. 9 plantes sur 10, vous aurez la chasse, ou même vous en mourrez. Hein. Il y a des gens qui sont allés dans la sauvagerie, into the wild, et puis qui n'en sont pas revenus. Alors, il faut vraiment réaliser, cette capacité toxique, c'est aussi une différence vraiment importante. Hein. Et puis derrière, il se cache, finalement, une organisation cellulaire complètement différente. Alors, on pourrait être très loin, on pourrait aussi montrer que les plantes n'ont pas besoin de neurones parce qu'elles n'ont pas vraiment des cellules et la façon dont elles sont organisées fait qu'elles peuvent transmettre des influx électriques d'un bout à l'autre de la plante, et que le neurone, c'est un truc d'animal qui n'a pas cette possibilité. On pourrait aller très loin sur tout ce qui est omis dans la présentation de la plante comme étant intelligente et sensible. Mais surtout, moi ce qui me paraît important, c'est, et ce sera mon dernier point, le problème de la conception de l'autre. C'est quand même un problème obnubilant. Quand je rencontre un autre, qui n'a pas des bateaux en bois avec des voiles et tout, je me dis, le pauvre est un peu primitif. Hein. Et vous voyez que c'est le même motif qui retombe constamment, quoi. On n'est pas capable de reconnaître à l'autre quelque chose qu'il aurait et qu'on n'a pas, on ne le mesure qu'à l'aune de ce que nous avons nous et qu'il aurait éventuellement aussi. Ça, c'est complètement tordu, quoi. Est-ce que j'ai une gueule de lierre? C'est ça la question. Ah non, il faut l'admettre, il faut que le lierre l'admette, il faut que moi j'admette le lierre. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail de vulgarisation, moi je parle de ça parce que c'est une chose qui me passionne, c'est pas de raconter des histoires pour endormir les enfants. C'est une fonction aussi, ça. Je la néglige pas. Et la vulgarisation, c'est de libérer. C'est-à-dire, avec empathie, de dire, voilà, les gens ils voient les choses comme ça, et ben je vais essayer de leur expliquer qu'on peut les voir d'une autre façon et que grâce à cette vision, on peut faire d'autres choses. Bon, un exemple qui a été évoqué, c'est qu'une plante, c'est fait pour être mutilée. Parce que c'est mutilé par le vent, par le brouillage et ça repousse. Voilà, c'est normal. Alors que moi, si on arrache le bras, ça va pas repousser. Bon. Donc ça veut dire que la taille des arbres, par exemple, c'est pas contre nature. Ça utilise une fonction biologique de la plante qui est de repousser. Il y a taille et taille, hein, bien sûr. Mais bien tailler un arbre, ça fait partie de sa biologie. Donc, l'idée de la vulgarisation, c'est d'aider les gens à changer de point de vue. Et vous voyez, c'est réussi. Moi, quand je lis un livre de vulgarisation physique théorique, par exemple, comme avant-hier, c'est réussi quand le lecteur se dit « Ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça ». Et je ne suis pas sûr que l'intelligence de la plante aide vraiment à faire une révolution sur soi-même et à voir le monde différemment. Or, pour terminer, voir le monde différemment, voir l'altérité des choses, c'est vraiment urgent. Parce que c'est ce qui a détruit notre lien à l'environnement et qui nous a poussé dans la crise écologique actuelle. Donc, quelque part, on n'est toujours pas sorti de cette façon de ne pas voir les choses comme elles sont. Et moi, je veux dire, les plantes, je m'en fous, je suis microbiologiste. Mon problème, c'est que dans la file d'attente des choses qu'il faut comprendre pour elles-mêmes, il y a des amibes, des ciliés, des bactéries, et avec un annexe, des champignons, des levures. Bon, allez, puis Très bien. il y a des autres, quoi. Merci beaucoup à Marc-André Sellos. Alors, il nous a un peu bousculé, là, en tout cas, voilà, plein de nouvelles idées. On va maintenant passer la parole à un philosophe, Quentin Yernaud, qui se trouve en Belgique. Donc, voilà, j'espère qu'on va pouvoir bientôt le voir. Donc, Quentin Yernaud est chargé de recherche au Fonds de la recherche scientifique et il enseigne à l'Université libre de Bruxelles, où il a soutenu une thèse de philosophie sur l'individualité du végétal. Et il vient de publier Du comportement végétal à l'intelligence des plantes aux éditions Quae. Donc, on vous écoute, Quentin Yernaud. Merci d'avoir invité, j'espère que vous m'entendez tous dans la salle et qui sont en ligne. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible par rapport à ce que j'ai à vous dire, ce qui n'est pas évident quand on aborde une question philosophique.
comme celle de l'intelligence des plantes, et du coup je vais me limiter plutôt à essayer de retracer l'histoire de la façon dont se pose cette question plutôt que de traiter la question en tant que telle, parce que c'est vraiment un sujet très complexe. Donc en réalité, il y a un pluralisme dans l'étude du comportement qui s'exprime depuis toujours, parce que concrètement, par exemple à la photosynthèse qu'on a donné que Marc Descelos nous a donné comme exemple précédent, qui est un mécanisme scientifique clairement identifiable qu'on peut observer chez les plantes et pas chez les animaux, par exemple. L'intelligence en tant que concept de nature philosophique, comme toute une série d'autres concepts, comme la conscience ou même comme la communication, par exemple, n'est pas quelque chose qu'on peut circonscrire par la simple observation, mais qui dépend d'une définition d'un contexte plus général d'une histoire. C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, le comportement au sens biologique, qu'on peut observer aussi chez les plantes, par exemple, implique la sensibilité d'un organisme, ici végétaux, aux stimulations de son milieu, qui va pouvoir traiter et puis y réagir d'une manière qui est observable. Donc ça, en gros, c'est l'ensemble du processus comportemental, et les plantes, comme on a rappelé, sont capables de réagir à une diversité de choses, parfois même insoupçonnées, et ça témoigne donc de la diversité de leur comportement. Mais évidemment, on n'a pas trop été capable d'observer ces choses au cours de l'histoire, et on peut se demander dans quelle mesure ce niveau comportemental biologique plus élémentaire nous permet ou non d'accéder à des facultés comme la mémoire, l'apprentissage, voire même à un concept comme la conscience ou l'intelligence à partir de cette base communément partagée dans l'histoire. Alors l'objectif, comme je vous disais ici, c'est d'essayer de très sommairement vous montrer comment l'histoire philosophique de la botanique a conditionné la façon dont se pose cette question, a aussi empêché les réponses dans une certaine mesure. Donc on l'a rappelé au début, les origines de la botanique sont grecques, puisque Aristote est le père de sciences naturelles, il a écrit beaucoup de traités sur l'histoire des animaux. Il aurait écrit aussi un livre sur les plantes, mais qui est malheureusement perdu, donc on ne sait même pas s'il a réellement existé. Et il est plus connu en tant que philosophe. En tant que philosophe, il a écrit de nombreux traités importants, dont je ne vous parlerai pas tous aujourd'hui. Je vais simplement m'arrêter sur le traité de l'âme, qu'on a évoqué aussi indirectement, parce que le traité de l'âme, chez Aristote, vise à établir une tripartition des types d'êtres vivants en fonction des facultés de leur âme. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tout en bas, on va dire de la hiérarchie, qui a une sensibilité fonctionne plutôt de manière chimique. Grâce à des hormones, dont les plus importantes est l'auxine, et cette hormone fonctionne et influence vraiment la culture des complètement des plantes. Donc c'est pas les nerfs, c'est plutôt des substances chimiques qui influencent la croissance des cellules, qui est liée au mouvement. Il n'empêche que c'est quand même bien le mouvement, et qu'on observe bien que les plantes réagissent à des composés chimiques. Alors à la même époque, on va aussi mettre en évidence l'influence de l'électricité. Donc de nouveau, il y a le système de deux, mais il y a quand même, grâce à des phénomènes de potentiel d'action, une influence de l'électricité qui est intéressante par rapport à ce qu'on observe aussi chez les animaux. Et donc tout ça fait dire, par exemple, à un grand physiologiste de la fin du XIXe siècle, que même avec la connaissance des mécanismes qu'on a acquis au niveau de la physiologie végétale, on doit quand même reconnaître qu'il y a aussi des finalités à la comportement. On ne peut pas la réduire simplement à des mécanismes de cause à effet ou à des réflexes, précisément parce que les phénomènes qu'on observe sont plus complexes que ça, et que pour bien comprendre le fonctionnement d'une plante, on doit faire appel au reste de la biologie et donc aussi à la théorie de solution et donc à la perspective de la planète. Et donc, les végétaux ont des finalités, par exemple les survies, de reproduction, qui guident aussi leur comportement. Et donc, de plus en plus, la biologie végétale va s'émanciper du monde physique et donner lieu à l'idée qu'on pourrait avoir vraiment quelque chose comme un comportement végétal, même si, au cours du XXe siècle, ces études comportementales vont être freinées, y compris dans le monde animal, parce que là, on est confronté à ce qu'on appelle le behaviorisme, au début du XXe siècle, qui veut ramener de nouveau un peu la thèse de l'animal-machine, on peut dire très vite, en considérant que le comportement d'un animal pourrait être compris en réduisant simplement à des
relation de ce que vous avez fait, de tout réflexe, et que finalement les animaux, peut-être sont pas autant réfléchir les humains, mais vous concluez maintenant parce qu'il faut 5 minutes pour les questions et les réponses. D'accord, c'est la conclusion. Donc ensuite, on va se rendre compte que peut-être il y a un programme génétique qui détermine le comportement des organismes, plus encore des organismes qui seraient les plus simples comme les plantes, mais en fait on se rend compte que ça ne marche pas non plus. Et donc au cours du XXe siècle, et plus encore du XXIe siècle actuellement, on voit que en fait il y a des grandes découvertes qui se font au niveau de l'épigénétique, de la complexité de la biologie végétale, qui a une influence du milieu, qui a une croissance indéterminée de la cité des plantes, etc., qui laisse avancer. Et qu'on pourrait vraiment observer et étudier des comportements des plantes dans une perspective non évolutionniste, qui s'émanciperait vraiment, on va dire, de la physique et de la chimie, et qui irait plutôt vers une éthologie, un peu animale, du comportement animal. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à se demander si on ne pourrait pas étudier de façon plus approfondie ces phénomènes de mémoire, des apprentissages qu'on a mis depuis longtemps, évidemment, chez les plantes, chez les plantes et chez les animaux, et aller un peu plus loin, et donc voilà un peu le contexte qui fait qu'aujourd'hui on en arrive à cette question, mais que finalement elle était très difficile à poser parce qu'elle vient s'inscrire dans une histoire de la philosophie en tant que concept qui est une plus longue et contrastée. Merci. Merci beaucoup Quentin. Alors, on va faire parvenir quelques questions. Alors une question très simple, qu'appelez-vous la sensitive Mimosa pudica? Alors je pense que oui, hein, c'est bien cette plante dont il a été question. Et puis il y a une question qui va s'adresser directement à Marc-André Sellos. Les tanins sont-ils des déchets? Alors, bon, c'est presque un cadeau cette question parce que j'ai commis un livre en octobre 2019, oui c'est ça, sur les tanins. Les goûts et les couleurs du monde, effectivement, c'est un bouquin qui raconte les tanins. Les tanins, c'est des composés propres aux plantes, que l'on trouve, qui font partie de ces toxines que l'on trouve dans la vacuole, mais qui ont aussi tout un tas d'autres rôles, et tout notamment le bois. Hein, ce qui régifie le bois, la lignine, c'est un tanin. Puis ça fait les sols, ça fait les épices de notre alimentation, c'est des molécules extrêmement importantes. Alors si je dis ça, c'est pas juste pour vendre mon livre, c'est qu'en fait, c'est 30% minimum de la biomasse des écosystèmes qui nous entourent. Tout ce bois, hein, c'est des tanins. Bon. Et quelque part, si on ne parle jamais des tanins, et si on a toujours en tête la triade protéines, glucides et lipides, c'est parce qu'on n'a pas pris la mesure de la composition biochimique du vivant, où la deuxième famille derrière les glucides, parce qu'il y a la cellulose et toute cellulose dans notre environnement, ce sont les tanins, au sens large. Terme synonyme de phénol et de polyphénol. Alors il y a les petits tanins dans les vacuoles et qui sont toxiques, qui sont des défenses des plantes, mais aussi des composés phytoprotecteurs, antioxydants, etc., etc. Et puis il y a les très gros tanins qui s'entassent dans cette paroi, cette capsule qui est autour. Mais quelque part, ça, ces tanins, c'est une des choses qui sont proprement végétales, qui composent notre environnement. La couleur des feuilles en automne, la couleur des fleurs, la couleur des fruits, le goût des fruits. Par exemple, la fleur, on a la chasse quand on a mangé des fruits par exemple, tout ça, c'est des tanins. Et donc, c'est un exemple de ces choses qui sont propres à la plante, qui sont pertinentes dans notre environnement pour le comprendre, et dont on ne parle pas. Et qui, une fois de plus, nous renvoient à l'intérêt qu'il y aurait à voir la plante en elle-même, et il est là pour pas limiter. C'est un tiers de la plante. Alors, il y a aussi un certain nombre de commentaires. Il y a un qui dit merci Marc, nous sommes plusieurs à parler à nos plantes et à constater qu'elles se portent mieux quand nous leur disons que nous les aimons, qu'elles sont belles. Elle dit également, par contre, à cette question, quand chaque corps transforme l'énergie du soleil en vitamine D, n'est-ce pas une forme de photosynthèse? Il y a Simone Sarah Chabert qui a dit une vision systématique anthropocentrique nous prive de la vision de la mobilité des plantes, car nous ne sommes pas comme les parler régulièrement. Chaque jour, par exemple, ce que je fais régulièrement depuis 30 ans, pour voir la transformation, en fait, nous vivons trop vite par rapport à elle. Leur rythme est fondamentalement différent du nôtre, et c'est ça que nous devrions accepter, ralentir. Elle rajouterait également, Simone, je ne pense pas que la taille dans les forêts primaires, alors ça c'est pour Marc, en vrai, je pense que la taille dans les forêts primaires sur la biologie, la taille c'est une action humaine, quand on laisse pousser un végétal seul, il fait ce qu'il veut, sans intervention humaine,
Un pommier peut être réduit à 5 mètres pour l'accueillir. Seul ne peut atteindre 25 mètres. L'homme est un prédateur de l'arbre en ce cas. Et enfin, voilà, après, il y a Bénédicte Fumier également qui dit « Que pensez-vous des études de Yves Baxter, j'espère que je prononce son nom, sur la perception publique, permettant au végétal d'être en résonance aux pensées et émotions que les autres êtres vivants dans son entourage et le subissent. Ne permet-il pas de voir différemment le végétal et l'ensemble du vivant ?» Alors, en tout cas, on va... J'en d'ailleurs, je sais pas. Alors, on va pas avoir beaucoup de temps pour répondre à toutes ces questions, mais peut-être la question... Excuse-moi Jean-Luc, je t'entendais plus bien. On va pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions, il nous reste 2 minutes, parce qu'on va faire une petite pause avant la deuxième table ronde, mais quand même réagir à Marc-André Sellos, à la question sur la taille. C'est vrai que quand on disait tout à l'heure que vous nous avez un petit peu bousculé, je pensais notamment à ça, quand vous disiez les arbres ils sont faits pour ça. Bon, moi, les forêts primaires, j'en ai vu, je peux vous dire, les arbres sont taillés partout. Il y a des branches qui se sont écroulées sous le poids des épiphytes. Il y a des petites plantes qui sont ras du sol, qui se sont fait brouter, qui sont transformées en gazon alors que ça devrait être des arbres. Je vous invite à me rejoindre à Vélies-en-Mer et à venir voir toutes les plantes qui sont taillées par le vent. Ça s'appelle la néomorphose. Donc il y a une vision de la forêt primaire où rien ne se passe et la plante s'épanouit. Les plantes dans une forêt primaire sont gangrénées de maladies, tout comme elles sont gangrénées d'hommes dans l'agrosystème. d'accord. Et la question sur la vitamine D, finalement... On a aussi effectivement converti la vitamine D dans notre peau grâce à la lumière solaire, c'est pour ça qu'on en fait moins en hiver. Ouais. Et c'est vrai que nous aussi on utilise un petit peu, mais très marginalement, la lumière solaire. Les plantes, elles l'utilisent pour la photosynthèse, et pour ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'elles font monter la sève grâce à l'évaporation foliaire, grâce à l'énergie solaire. Donc elles utilisent de 2 façons l'énergie solaire, de façon beaucoup plus centrale que pour nous, juste la synthèse de la vitamine D. Très bien. Alors, je vais clore cette première table ronde. Vous m'avez vu regarder mon téléphone portable. C'est parce que je regarde les questions qui sont posées. Voilà, c'est pas évident au niveau de la technique aujourd'hui, puisque on est à la fois en présentiel et puis à distance avec des personnes de la technique et puis des intervenants